Il a aidé quelqu'un. Il est mort. Puis, on l'a transformé en menace. Voilà ce que dit cette histoire dès la première minute. À Minneapolis, un homme de 37 ans, infirmier en soins intensifs dans un hôpital pour vétérans, assiste à une manifestation décrite comme pacifique. Fact. Selon sa famille, son dernier geste a été d'aider une femme en train d'être aspergée de gaz. Fact. Quelques instants plus tard, il est au sol. Fact. Il est touché par environ 10 à 12 tirs. Et presque aussitôt, un autre récit surgit. Des responsables affirment qu'il était venu infliger un maximum de dégâts et parlent de tirs défensifs. Mais voici le détail qui change tout. Fact. Sa famille affirme qu'il avait son téléphone dans la main droite et la main gauche vide levée. Notice ce qui n'est pas nié publiquement. Inférence. Si le contrôle de la version commence après la mort, alors l'enjeu dépasse un seul homme. Et si ce qui t'arrive dépend surtout de l'histoire racontée ensuite. Ce qui est présenté publiquement commence toujours de la même façon. Fact. Selon les déclarations officielles citées dans ton contenu, Alex Jeffrey Pretty est décrit comme un individu armé qui aurait approché les agents lors d'une opération fédérale. Fact. Les responsables disent que les agents ont tenté de le désarmer, puis ont tiré en se disant en danger. Fact. Ils affirment qu'il portait un pistolet semi-automatique de 9 mm avec des chargeurs contenant des dizaines de cartouches et qu'il n'avait pas d'ID. Mais regarde comment l'histoire est cadrée. On ne commence pas par ce qui s'est passé sur le sol. On commence par l'intention qu'on lui attribue. Inférence. Une fois qu'un homme est défini comme une menace potentielle, tout ce qui suit devient défensif par définition. Maintenant, attention à ce moment précis. This looks like a situation to inflict maximum damage. Ce sont les mots utilisés, mais voici la question qui change l'angle. Sur quoi cette intention est-elle basée exactement? Parce que c'est là que le récit commence à se fissurer. Voici l'affirmation centrale, et elle est lourde de conséquences. Fact. Les responsables fédéraux déclarent que les agents ont tiré parce qu'ils craignaient pour leur vie. Fact. Ils parlent de tirs défensifs après une tentative de désarmement. Ce sont leurs mots exacts, répétés presque à l'identique par deux responsables différents, lors de conférences séparées. Même vocabulaire, même structure, même conclusion. Mais regarde le détail concret qu'ils mettent en avant. Fact. Ils insistent sur l'arme, un pistolet semi-automatique de 9 mm, et sur 2 chargeurs avec des dizaines de cartouches. Ce sont les éléments les plus cités. Plus que la chronologie, plus que les gestes, plus que les images. Maintenant, fais pause une seconde. Notice ce qui manque. À aucun moment dans ses déclarations, il n'est affirmé qu'il a brandi l'arme. À aucun moment, il n'est dit qu'il a tiré. À aucun moment, il n'est décrit comme pointant son arme vers qui que ce soit. But here's the part nobody is saying out loud. Inference. Quand un récit insiste autant sur ce qu'un homme possédait plutôt que sur ce qu'il faisait, c'est souvent parce que l'action réelle pose problème. Et c'est exactement là que l'histoire commence à s'accélérer. À partir de là, tout s'emballe très vite. Fact. Presque immédiatement après les déclarations initiales, le vocabulaire change encore. Alex Pretty n'est plus seulement décrit comme une menace potentielle. Il est désormais qualifié de domestic terrorist. Ce mot apparaît publiquement. Et ce mot n'est jamais neutre. Il ne décrit pas un geste précis. Il redéfinit toute la scène rétroactivement. Regarde comment l'escalade fonctionne. Fact. Les responsables affirment qu'il ne s'agissait pas d'une manifestation pacifique, mais d'une opération de maintien de l'ordre perturbée par un individu armé. Fact. Ils expliquent que personne ne vient à une protestation pacifique avec une arme et des munitions. Ce glissement est clé. On ne parle plus de ce qui est légal ou illégal. On parle de ce qui est acceptable ou non. Now watch how fast this escalates. Inférence. Une fois que l'événement est requalifié en menace terroriste, toute force utilisée devient automatiquement justifiée, même après coup, même face à des images, même face à une famille qui parle d'un téléphone dans une main et d'une main vide levée. C'est comme si quelque chose d'exceptionnel devenait soudain normal. Et c'est précisément ce point qui change complètement la suite de l'histoire. À ce moment-là, les événements ne s'empilent plus, ils se percutent. Fact.
Pendant que la famille publie un communiqué disant être dévastée et en colère, l'administration diffuse une autre image d'Alex Préti. Fact, il est décrit comme quelqu'un qui serait venu commettre un massacre et dont l'intervention aurait été stoppée juste à temps. Deux récits avancent en parallèle, à pleine vitesse. Fact, dans la même séquence médiatique, des responsables affirment que le fait qu'il n'ait pas d'idée renforce la suspicion. Fact, ils insistent sur les munitions, sur l'arme, sur l'intention supposée. Fact, en face, la famille répète une phrase simple. Il n'était pas en train de tenir une arme. Now watch how fast this stacks. Un homme est tué. Il est immédiatement redéfini. Puis cette redéfinition est utilisée pour disqualifier toute contestation. Inférence. Plus la version officielle est contestée, plus le langage employé devient extrême. Et tout cela se produit pendant que les images circulent, que les déclarations se superposent et que personne ne revient calmement sur la séquence exacte des faits. La question devient alors inévitable. Que se passe-t-il quand deux réalités incompatibles avancent en même temps, sans frein? À ce stade, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle se rapproche de toi. Fact. Alex Préti n'est pas présenté par sa famille comme un militant professionnel ni comme un organisateur. Fact. Il est décrit comme un infirmier en soins intensifs dans un hôpital pour vétérans, quelqu'un dont le travail quotidien consistait à maintenir des gens en vie. Fact, dans la déclaration familiale, une phrase revient sans détour. Son dernier acte a été de protéger une femme. Maintenant, fais le lien. Inférence, si un homme peut être tué lors d'une manifestation, puis publiquement redéfini comme une menace après coup, alors la ligne de sécurité n'est plus là où on pense qu'elle est. Elle ne dépend pas seulement de ce que tu fais, elle dépend de ce qu'on dira que tu as fait. Imagine la scène du point de vue d'un citoyen ordinaire. Tu es là, tu aides quelqu'un, tu n'es pas armé dans tes mains. Et pourtant, l'histoire racontée ensuite ne commence pas par ton geste, mais par un objet que tu possédais légalement. If this feels familiar, say so in the comments. Parce que ce sentiment, celui que la réalité peut être réécrite, est exactement ce qui rend cette affaire plus grande qu'un seul nom. Et c'est là que le mécanisme derrière tout ça commence à apparaître. À ce niveau, la question n'est plus l'émotion, c'est le système. Fact, les responsables ne se contentent pas de décrire ce qui s'est passé. Ils définissent ce que cela était. Une opération de maintien de l'ordre, une menace terroriste, une intervention défensive. Ces mots ne sont pas neutres. Ils activent automatiquement des cadres juridiques, médiatiques et mentaux. Voici le mécanisme. Inférence. Quand une autorité contrôle la qualification d'un événement, elle contrôle aussi la limite de ce qu'il est permis de remettre en cause. Si c'est du terrorisme, discuter devient suspect. Si c'est de la défense, demander des comptes devient presque déplacé. Et tout cela se joue avant même qu'une enquête indépendante n'ait lieu. Notice le levier principal utilisé ici. Fact. Ce ne sont pas les gestes filmés qui dominent le récit officiel. Ce sont les intentions supposées. Il est venu pour... Il voulait... Cela ressemble à inférence. Une fois que l'intention est fixée publiquement, les faits deviennent secondaires. C'est plus efficace que la censure, parce que personne ne t'empêche de regarder. On t'explique simplement comment interpréter ce que tu vois. Et si ce mécanisme est en place aujourd'hui, la vraie question devient ce qu'il permet demain. À partir d'ici, deux trajectoires commencent à se dessiner, et aucune n'est théorique. Fact. Selon les déclarations publiques citées dans ton contenu, l'administration maintient sa qualification de terrorisme domestique et affirme que l'intervention a empêché un massacre. Fact. En parallèle, la famille demande explicitement que la vérité sur leur fils soit diffusée en s'appuyant sur les images et sur ce qu'ils décrivent comme ses gestes au moment de l'attaque. Première trajectoire. Inférence. Si la version officielle s'impose sans être sérieusement contestée, alors ce cadre devient un précédent. Il ne s'agit plus seulement d'Alex Préti. Il s'agit de ce que signifie être présent, armé légalement ou non, dans un espace public qualifié a posteriori de zone d'opération. La barre de justification descend. Le langage fait le travail avant même les faits. Deuxième trajectoire. Inférence.
Si les contradictions persistent, si les images continuent de circuler, si la dissonance entre les gestes décrits par la famille et les intentions attribuées publiquement ne se résout pas, alors la pression change de camp. Non pas par outrage, mais par accumulation de doutes précis. Et c'est là que l'incertitude devient dangereuse. Parce que pendant que chacun choisit quelle version croire, la prochaine décision est déjà en train de se préparer ailleurs, dans un autre contexte, avec les mêmes mots prêts à être réutilisés. Et c'est exactement pour ça que la dernière couche de cette histoire compte plus qu'on ne le pense. Voici l'idée qui reste quand tout le bruit retombe. Fact. Dans cette affaire, rien ne repose uniquement sur un tir, une arme ou une seconde précise. Tout repose sur la narration qui s'installe immédiatement après. Qui parle en premier? Quels mots sont choisis? Quelle intention est attribuée? Une fois ces éléments posés, tout le reste s'aligne derrière. Inférence. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Alex Préti, c'est l'histoire de ce qui se passe quand la réalité devient secondaire face au cadre imposé. Quand un geste est moins important que l'étiquette qu'on lui colle. Quand la question n'est plus « que s'est-il passé ?» mais « qu'a-t-on décidé que cela signifiait ?» Revois toute la séquence avec cette clé. Un homme aide quelqu'un. Il meurt. Puis son identité publique est redéfinie en quelques heures. Pas par une enquête terminée, pas par un procès, par des mots. Et une fois ces mots prononcés, ils deviennent presque impossibles à retirer. C'est ça. Le vrai cœur de cette histoire. Pas la polémique, pas le choc immédiat, mais la mécanique silencieuse qui peut se reproduire ailleurs, avec d'autres noms, dans d'autres villes. Si tu veux comprendre ces mécanismes avant qu'ils deviennent invisibles, abonne-toi. Ce genre d'analyse ne fait que commencer.